Nous continuons notre quatrième séance de révision sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Donc la séance toujours sur l'organisation du travail, notre suite de révision. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer par l'exercice donné la séance dernière sur McDonald's. Alors je répète, on va faire une relecture ensemble. Vous avez McDonald's, constitue une véritable petite usine. Un restaurant compte en moyenne 40 salariés, employés à temps partiel, très souvent des étudiants. L'organisation est invariable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. À la tête du restaurant, on trouve un store manager avec à ses côtés un certain nombre de managers, souvent 4 ou 5, car au moins l'un d'entre eux doit être présent en permanence pendant toute la durée d'ouverture du restaurant. Et cette durée peut dépasser 125 heures par semaine, de 7h30 à 1h le lendemain matin, 7 jours sur 7. Chez McDonald's, les équipements ne chôment pas. On a dit les équipements, c'est-à-dire tout le matériel utilisé ne chôme pas. Ça veut dire qu'il est utilisé à 100%, pas plus que les salariés d'ailleurs. Mais naturellement, les effectifs varient au long de la journée. On a parlé pourquoi la nécessité de faire des groupes de travail. En descendant dans la hiérarchie, donc on trouve les responsables de zone. Chaque restaurant est divisé en 3 zones: la salle, les caisses et la cuisine. En caisse, les cadences, c'est-à-dire les cadences sont définies par la demande, c'est-à-dire la rapidité par la demande des clients. En cuisine, la plupart des équipements identiques partout sont équipés de minuteurs et sonnent pour réclamer l'intervention de l'équipier de service. D'ailleurs, vous avez vu que chez McDonald's, on a un service très rapide. Les différentes opérations sont minutieusement définies dans des manuels de procédures identiques, elles aussi pour tous les restaurants. Bien sûr, le système est le même dans tous les restaurants, y compris non seulement au Maroc, mais dans le monde entier. Alors, vous aviez comme première question, comment pourriez-vous qualifier l'organisation d'un restaurant McDonald's? La première question, alors l'organisation d'un restaurant McDonald's, automatiquement nous renvoie à l'organisation du type taylorien. Une organisation taylorienne. On y trouve pourquoi on a évoqué qu'elle ressemble à l'organisation taylorienne? Parce qu'on y trouve 2 principes de Taylor, qui sont la division verticale du travail. On a dit qu'il y a des zones, on a les managers, etc. Donc on a la distinction entre les exécutants et les concepteurs. Ceux qui pensent, qui conçoivent, qui gèrent, les managers, ce sont les concepteurs, et vous avez les exécutants, les personnes qui exécutent le travail. Deuxième élément qui nous a donné à répondre à cette question par l'organisation taylorienne, c'est la division horizontale du travail. L'organisation d'un restaurant en 3 zones distinctes. Vous avez donc la zone, la salle, vous avez les caisses et vous avez la cuisine. La détermination des cadences de production, il y a un chronométrage. Donc on a parlé de chronométrage et ça sera notre 3e principe du Taylorisme. La deuxième question que vous avez devant vous, à laquelle vous deviez répondre était: quels sont les types, ou selon vous, ce type de structure est-il justifié et pourquoi? Alors, ce type de structure apparaît justifié au regard de la nature des biens de consommation produits. D'accord? Donc, il apparaît justifié au regard. Le type de travail automatiquement permet de comprendre pourquoi cette organisation de structure. L'organisation de type taylorienne est particulièrement adaptée pour les biens de consommation courants. Et nous sommes dans cet exemple. Les biens de consommation courants peut être très valable pour y adapter l'organisation taylorienne. Et ce type d'organisation permet de mettre en place une production à la commande. On travaille à la commande. Donc, je répète pour cette deuxième question qui veut dire, selon ce type de structure, selon vous, est-ce que ce type de structure est justifié? On a dit que oui,
pour les raisons suivantes. On a dit qu'il apparaît justifié au regard de la nature parce qu'il correspond aux biens de consommation produits. L'organisation est particulièrement adaptée pour les biens de consommation courants et il s'agit des biens de consommation courants. Ce type d'organisation permet de mettre en place une production à la commande. Vous aviez également, comme troisième et dernière question à laquelle vous deviez penser, c'est quels sont les avantages et les limites de ce type d'organisation. Alors donc, cette organisation, l'inconvénient principal, son inconvénient principal est qu'elle implique une certaine monotonie dans le travail. Chaque personne, chaque exécutant fait la même chose. Par exemple, la personne qui répond à la commande et fait passer la commande, elle fait ça toute la journée. Donc, il y a une répétition et du fait qu'on parle d'une répétition, automatiquement, on va parler de monotonie dans ce travail. Et puis, vous avez le turnover dans les sociétés très important. On a dit que la plupart des personnes qui travaillent dans l'entreprise sont des étudiants. Et les étudiants sont saisonniers. Donc, pendant les saisons, vous avez des étudiants de type X, donc il y a un changement permanent de personnel et ça fait qu'il y a un turnover très important. Donc, aujourd'hui, après avoir fait cet exercice sur le taylorisme et plus ou moins l'organisation scientifique du travail, il est bon de parler sur les nouvelles formes de l'organisation du travail. Alors, en début de l'année, lorsque nous avons étudié l'entreprise et son ouverture sur l'environnement, on a dit que l'entreprise ne peut pas vivre en autarcie. D'accord? Elle ne peut pas vivre toute seule. Elle est obligée d'être ouverte sur l'environnement. Alors, l'environnement, quand on parle de l'environnement économique, c'est ce qui nous évoque à l'esprit automatiquement. Donc, on parle de l'environnement économique, technologique, etc. Mais on oublie que l'homme, qui est l'une des ressources principales de l'entreprise, lui aussi évolue. Et donc, les nouvelles formes de l'organisation du travail doivent être adaptées à ces modifications de l'environnement qui est non seulement économique ou technologique, mais également psychosociologique. Donc, les nouvelles formes de l'organisation du travail, il prend en considération les modifications de l'environnement de l'entreprise, aussi bien psychosociologiques qu'économiques que technologiques. Modification de l'entreprise psychosociologique. La sécurité de l'emploi. Le personnel de l'entreprise ne veut plus travailler momentanément dans un endroit et changer de travail, aller encore dans un autre travail et ainsi de suite. Il aimerait bien avoir plus de sécurité dans son emploi. Donc, ça fait partie d'ailleurs des besoins de la pyramide de Maslow, notre deuxième phase de la pyramide, qui est la sécurité. D'accord? Donc, on cherche une sécurité de l'emploi. Deuxième élément, l'environnement psychosociologique nous mène au désir d'appartenance à un groupe de travail. On aimerait bien appartenir, toute personne aimerait bien travailler dans un groupe déterminé, et y faire partie. D'accord? Donc, il veut y appartenir. Et le désir d'appartenance est un des éléments de la pyramide de Maslow. Vous avez comme modification psychosociologique également la volonté de détenir des responsabilités de l'entreprise. C'est-à-dire que la personne qui travaille dans une entreprise aimerait bien voir sa carrière évoluer dans la même entreprise. Et donc, pourquoi pas détenir des responsabilités dans son entreprise, dans l'entreprise. Si je change d'entreprise en permanence, à chaque fois, mon chrono repart du zéro. Alors que si je reste dans la même entreprise, je vais évoluer. Donc, je vais avoir une gestion de carrière. Nous allons parler des modifications. On a dit qu'il y a
une évolution de ces environnements. Donc, on a parlé de l'évolution de l'environnement psychosociologique. Là, nous allons évoquer la modification ou l'évolution de l'environnement économique. Alors, le client, la consommation. Quand on va sur un marché, vous avez vu, même par nous-mêmes, hein, les goûts changent de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, on veut se comporter de telle manière ou utiliser tel produit. À l'arrivée d'un nouveau produit, nous voulons changer, nous passons à un autre produit, un autre style, etc. Donc, le client souhaite un produit personnalisé dans des délais très courts. Non seulement le client souhaite évoluer, mais en plus, il veut des produits personnalisés. Je ne veux plus que des produits standards. Hein? Je veux des produits personnalisés qui répondent, qui soient conformes à ma propre volonté, d'accord? Et dans des délais très précis. Le deuxième changement économique, c'est la nécessité d'une capacité d'adaptation rapide de l'outil de production des salariés. Il faut s'adapter rapidement à l'outil de production des salariés. Donc, il faut utiliser des formations pour le personnel afin qu'il s'adapte aux technologies nouvelles de production et cette capacité d'outils de production des salariés. Et bien sûr, ce changement techno-économique s'accorde mal avec la rigidité de l'organisation scientifique du travail. Nous avons devant nous l'organisation scientifique du travail dont on a cité pas mal d'inconvénients et de ce fait, on peut dire que l'organisation scientifique du travail est très rigide et donc l'environnement économique s'accorde mal, s'adapte mal à cette rigidité de l'organisation scientifique du travail. Donc nous avons évoqué jusqu'à présent les changements psychosociologiques, les changements économiques et enfin, nous allons évoquer les changements technologiques. L'environnement technologique, il est sans vous cacher qu'il n'arrête pas de changer. Moi, je pense, d'ailleurs, le premier exemple que je vous ai donné ici, c'est les machines-outils à commande numérique. De plus en plus, l'homme fait moins d'efforts dans l'utilisation de ces machines. Tout est commandé, tout est à distance, tout est fait par commande numérique. Deuxième élément, la robotisation. De plus en plus, on utilise des robots. Les robots, la robotisation, malheureusement, nous pousse à diminuer le nombre d'êtres humains sur le travail, surtout dans le travail technique. Donc, les machines vont de plus en plus remplacer l'homme. Pas totalement, mais majoritairement. Majoritairement parce que l'homme reste obligatoire pour la supervision de ces machines. Et enfin, l'automatisation fréquente des moyens de production. Les moyens de production sont de plus en plus automatiques, donc on est obligé de s'y faire et l'organisation scientifique doit s'adapter. On ne peut pas, si on continue avec l'organisation scientifique, il n'y a pas présence du tout de cette fréquence des moyens de production et donc on est obligé de se fier aux évolutions de technologie. Donc nous avons vu jusqu'à présent les nouvelles adaptations, les modifications de l'environnement, les nouvelles formes de l'organisation. On a évoqué donc pourquoi les nouvelles formes, pourquoi? Parce qu'il y a des changements ou des modifications de l'environnement aussi bien psychosociologique, économique et technologique. Alors maintenant que nous avons vu les modifications de l'environnement de l'entreprise, il est bon à rappeler les nouveaux principes d'organisation du travail. Devant tous ces changements, comment vont devenir ces principes d'organisation du travail qui étaient appelés auparavant organisation scientifique de travail? Alors, le premier principe, les nouvelles formes de motivation du personnel. L'homme ne veut plus être un homme machine. L'homme veut être un homme humain. Et donc, l'homme humain a besoin de motivation. Tahfiz,
hein, l'homme doit être motivé dans son travail. Il doit y avoir une bonne cohérence entre le personnel. Il doit y avoir une bonne communication dans l'entreprise. L'homme a le droit à l'écoute. L'homme a droit à donner son avis. Donc, on doit avoir des motivations. Je ne parle pas que de motivations matérielles qui sont le salaire et bien sûr qui sont très importantes, mais on parle des motivations psychologiques, notamment dans des bonnes relations. Je donne un titre d'exemple, écouter les problèmes du personnel, être aux dépens des problèmes du personnel et pour pouvoir trouver une solution avec eux. S'ils ont un besoin d'une formation, je réponds à leur formation, etc. Le deuxième principe de cette organisation est la recherche de flexibilité de la chaîne de production. Cette flexibilité de la chaîne de production, c'est quoi? C'est que la flexibilité, c'est-à-dire qu'il y a un changement de la chaîne de production et donc nous, on doit y répondre. Ce changement, cette flexibilité, on doit y répondre, d'accord? On doit la rechercher le plus possible. Troisième principe, la qualité. Si vous vous rappelez, dans le chronométrage, on cherche la rapidité, on veut le maximum. Et donc, on a vu que dans l'organisation scientifique du travail, l'inconvénient principal était la mauvaise qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a une monotonie, il n'y a pas de motivation. Donc, automatiquement, on cherche à travailler le plus possible avec... Automatiquement, on ne peut pas travailler tout à la fois, rapidité et qualité, c'est un peu difficile, surtout une rapidité de ce genre-là. Donc, automatiquement, on cherche la qualité. Il y a trop de concurrence. Pourquoi la qualité? Parce que nous avons trop de concurrence sur le marché et donc pour pouvoir maintenir ma place sur le marché, je suis obligée d'adopter une qualité permanente dans mon travail, même si je veille à avoir une rapidité dans le travail. Enfin, dernier principe d'organisation de cette nouvelle conception, c'est l'organisation de l'entreprise pilotée par l'aval. Par l'aval, c'est-à-dire par la demande, c'est-à-dire par la clientèle. Je dois répondre à la demande. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, on doit faire un diagnostic externe à l'entreprise et voir les vœux et désirs de l'environnement de l'entreprise et surtout du côté de la clientèle. Quels sont les nouveaux goûts et les nouveaux vœux de la clientèle? Voici donc les nouveaux principes d'organisation du travail qui sont les nouvelles formes de motivation du personnel, la recherche de flexibilité de la chaîne de production, la recherche de la qualité et l'organisation de l'entreprise pilotée par l'aval. Et je répète ce qu'on veut dire par l'aval, la demande, c'est-à-dire la clientèle. Donc, je disais, les nouvelles formes de changement, les formes de changement, les modifications de l'environnement. On a vu l'environnement psychosociologique, on a vu l'environnement économique et on a vu l'environnement technologique. Là, nous allons expliquer quelles sont les nouvelles formes de motivation du personnel. On a parlé de motivation, oui. Quelles sont les nouvelles formes de motivation? Ce nouveau personnel, ce personnel qui est moi, vous et tout le monde actuellement, qu'est-ce qui nous motive? D'accord? Alors, les formes d'organisation du travail nées de la remise en cause du taylorisme, les tâches préalablement découpées dans l'OST sont regroupées pour réduire la répétition des gestes et donc la monotonie du travail. Rappelez-vous que dans l'organisation scientifique du travail, il y avait beaucoup de séparation, une division stricte du travail. Là, les nouvelles formes de motivation, c'est justement pour éviter ce problème de monotonie, d'absence de turnover élevé. On a pensé, la nouvelle pensée est plutôt pour le regroupement des tâches du travail pour réduire la répétition des gestes et donc la monotonie du travail, parce que ces deux éléments sont les principales causes des absences du personnel, des accidents de travail, de la monotonie, donc des problèmes psychosociaux. Alors, les nouvelles formes sont l'élargissement des tâches, on va élargir les tâches,
Que veut dire l'élargissement des tâches? C'est que au lieu de, par exemple, dans mon travail, je faisais que le montage, l'exécution. Il y avait une autre personne qui fait le contrôle. Pour m'élargir les tâches, je vais faire, donc on va me donner non seulement le découpage, le montage, je vais faire le montage et le contrôle de mon travail. L'enrichissement des tâches, enrichir les tâches. Dans le montage, par exemple, je faisais le montage, je ne faisais qu'une partie du montage. Enrichir les tâches, je vais faire, par exemple, le montage d'une pièce déterminée passe par 3 étapes ou la 4. Moi, je faisais qu'une étape. Donc, pour enrichir la tâche, je vais vous donner les 3 ou 4 étapes, toutes les unes aux autres. Et enfin, le toyotisme qui vient de son créateur Toyota, qui est le créateur de la voiture Toyota, hein, qui est japonais, dont on va parler de son principe qui est surtout dans la logique de la qualité totale. On va expliquer chacun de ces éléments comme suit. Alors, le toyotisme, donc on a expliqué ce que c'est que l'élargissement des tâches, on a expliqué ce que c'est que l'enrichissement des tâches, on va expliquer ce que c'est que le toyotisme. Le toyotisme, c'est la recherche de la qualité totale. L'entreprise de type toyotisme s'inscrit dans une logique de qualité totale qui consiste à développer un processus continu d'amélioration du processus de production. Et on cherche une qualité totale partout. Le principe du japonais toyotisme qui vient de ce créateur de voitures Toyota que vous connaissez tous, c'est la recherche de la qualité totale. C'est quoi son principe? Son principe, c'est s'approvisionner quand on a besoin. S'approvisionner seulement quand on a besoin. Donc, on ne veut plus de stock. Donc, on a le principe du zéro stock. Deuxième principe, grande flexibilité des hommes et des machines. Plus de chronométrage, je ne veux plus moi de chronométrage. Le délai, je veux que ce soit flexible entre les hommes et les machines. Donc, zéro délai. Défaut, du fait qu'on est obsédé par la qualité, il n'y aura pas de défaut. Chaque personne sera concernée à veiller à ce qu'il y ait une très bonne qualité. Donc, zéro défaut. Papier. Trop de papier. Papier partout. Même aux toilettes, je vous ai donné l'exemple, on veut éviter des papiers, donc papier zéro. Panne. Il y a la maintenance en permanence, l'entretien régulier des machines et donc nous avons zéro panne. Donc récapitulons le principe du toyotisme. Cette qualité totale dont il parle passe par les 5 zéros qui sont zéro stock, zéro délai, zéro défaut, zéro panne et zéro papier. Pour clore notre séance, nous allons faire un petit exercice ensemble sur un exercice plutôt amusant qui est de trouver l'intrus. C'est quoi trouver l'intrus? Dans la phrase, je vous donne des mots dont vous devez trouver le mot qui ne correspond pas du tout à l'organisation dont parle la phrase. Vous avez pour chaque définition trouvé la proposition intruse et remplacez-la par la proposition correcte. Donc, vous avez la première proposition de définition. L'organisation scientifique du travail se caractérise par les éléments suivants. D'accord? Division horizontale du travail, division verticale du travail, rémunération au rendement, polyvalence des salariés. Donc, le mot que vous trouvez intrus, qui ne correspond pas à cette définition, vous devez le barrer. Je répète, division horizontale du travail, division verticale du travail, rémunération au rendement, que tu vas être payé, et polyvalence des salariés, ou des salariés qui connaissent qui font beaucoup de choses en même temps. Alors, donc, vous devez me repérer le mot l'intrus. On passe au deuxième exemple. Le toyotisme.
le toyotisme qui s'oppose au modèle taylorien préconise une production organisée en îlots, yani des petites îles, une petite équipe d'ouvriers polyvalents, une production en petite série, des produits standardisés. Donc, quel est le mot, l'élément qui explique à quoi s'oppose le toyotisme par rapport au modèle taylorien? Est-ce que par la petite équipe d'ouvriers, par une production organisée en îlots, par une petite équipe d'ouvriers polyvalents, par une production en petite série ou par des produits standardisés? Puis, notre deuxième exemple, notre troisième proposition, l'entreprise qualité totale, c'est-à-dire l'entreprise qui travaille avec la qualité totale, poursuit l'objectif des 5 zéros. Zéro papier, zéro panne, zéro stock, zéro flux ou zéro défaut. Je vous donne quelques minutes pour repérer l'intrus. Alors, c'est très simple. L'exercice est très simple. Vous avez 3 petites définitions ou 3 phrases dont la continuité est proposée dans des citations. Ces citations sont toutes composées d'un intrus. Un intrus, c'est-à-dire une réponse ou une proposition qui n'est pas correcte, qui ne lui correspond pas. Dans le premier exemple, il s'agit de l'organisation scientifique du travail. Dans l'exemple 2, on a parlé de la différence entre le toyotisme et le taylorisme. Et dans le troisième exemple, vous avez l'entreprise qualité totale. Bien, je pense que tout le monde a pu repérer les intrus. On passe à la correction. Dans notre premier cas, je répète, l'organisation scientifique du travail se caractérise par les éléments suivants. Est-ce qu'il s'agit d'une division horizontale du travail? Non, parce que l'organisation scientifique du travail, effectivement, correspond à une division horizontale du travail. On a vu d'ailleurs l'exemple dans l'exercice McDonald's. Division verticale du travail? Non, parce que la division du travail verticale existe dans l'organisation scientifique du travail. Rémunération au rendement? Non, parce que effectivement le principe de l'OST, c'est la rémunération au rendement. Polyvalence des salariés? Là, je pense que non, car les salariés sont spécialisés. Vous remarquerez que le salarié, la polyvalence des salariés, je l'ai barré parce que ça sera notre intrus. Pourquoi? Parce que le salarié est spécialisé. On passe au toyotisme. Le toyotisme s'oppose au modèle taylorien par une production organisée en îlots, des petites îles, c'est-à-dire des petites équipes, par une petite équipe d'ouvriers polyvalents, par une production en petite série ou par des produits standardisés. La réponse est des produits standardisés. Parce que lorsque nous avons parlé du toyotisme, on a dit que le travail doit être personnalisé. On répond à la demande. Donc, le travail ou la commande va être personnalisée, donc elle ne sera pas standardisée. Enfin, notre troisième proposition, l'entreprise qualité totale poursuit l'objectif des 5 zéros. Zéro papier, oui. Zéro panne, oui. Zéro stock, nous l'avons évoqué, oui. Zéro défaut, nous l'avons évoqué, oui. Mais le flux, nous n'en avons pas parlé. Donc l'intrus, c'est zéro flux, car effectivement, il n'y a pas de zéro flux, mais il y a un zéro délai. Donc, grosso modo, les solutions sont les suivantes. La première proposition, l'intrus et la polyvalence des salariés.
donc parce qu'on parle plutôt de salariés spécialisés. La deuxième solution, l'intrus, c'est les produits standardisés, parce que dans l'auto-éditisme, on parle plutôt des produits personnalisés. Et enfin, dans notre troisième proposition, l'intrus est le zéro délai et le zéro flux, parce que nous n'avons pas de zéro flux, mais nous avons un zéro délai. Bien, mes chers élèves, sur ce, nous finissons notre processus de révision.